Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. À des degrés divers, nous avons tous et toutes vécu un instant un petit peu particulier, voire même étrange, avec notre animal de compagnie. Et en tout cas, nous nous sommes tous demandé parfois s'il pouvait lire dans nos pensées ou deviner le futur proche. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Un chien qui devine que son maître va arriver, alors que rien ne laisse prévoir son arrivée. Un chien qui hurle à la mort au moment précis où son maître décède, loin de là. Cette liste, évidemment, est loin d'être exhaustive et nous allons découvrir avec mon invité toute une série de témoignages et d'études sur le comportement animal. Éric Pigani, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier aux éditions Jean-Claude Lattès un livre intitulé « La communication animale », une enquête sur les possibles capacités de certains animaux qui vivent évidemment en étroite relation avec leur maître. Et pour vous présenter complètement, il me faut signaler que vous êtes psychologue et psychothérapeute de formation, vous êtes pianiste et compositeur également. Le côté artistique est important, on y reviendra. Vous êtes également journaliste et chef de rubrique à Psychologie Magazine. Oui. Et auteur de nombreux livres sur le zen d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, ça c'est juste une petite parenthèse, à vous intéresser au zen? Au zen? Oui. Oui. Parenthèse du zen. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui m'a... écoutez, moi j'ai découvert le bouddhisme au tout début des années 80, au moment où on n'en parlait pas beaucoup. Ouais. À l'occasion des inaugurations des temples qui sont installés dans le bois de Vincennes à Paris. Mm-hmm. Et puis voilà, quoi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite correspondu. Hein. C'est plutôt un appel intérieur, en disant tiens, ce type de spiritualité-là, et de philosophie spirituelle, et non pas de religion, m'a tout de suite attiré beaucoup plus que pour des tas de raisons personnelles que l'éducation catholique dans laquelle j'avais été baigné. Ouais. Éric Pigani, si vous le permettez, je vous réinviterai une prochaine fois pour brosser un petit peu le tableau de ce qu'est le zen et de ce qu'il peut apporter et comment y trouver ce qu'on vient y chercher. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver, justement, si vous le permettez, hein? Ah oui, pourquoi pas. Eh ben écoutez, c'est avec plaisir. Ok, je le note sur mes tablettes en tout cas. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour parler de la communication avec nos animaux de compagnie. Et vous allez voir qu'Éric Pigani a poussé l'investigation très très loin et a recueilli des témoignages absolument étonnants et a monté toute une opération avec un scientifique anglais qui s'appelle Rupert Sheldrake qu'il nous présentera tout à l'heure. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Éric Pigani, auteur de La communication animale, un bouquin très très intéressant aux éditions Jean-Claude Lattès est mon invité ce soir. Alors non seulement il y a le côté enquête, mais je ne l'ai pas précisé dans la présentation, il y a également le côté expérimental que vous expliquez que l'on peut mettre en œuvre évidemment avec son animal de compagnie. On va commencer par le début, Éric Pigani, si vous le voulez bien, c'est la rencontre avec ce biologiste anglais que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Rupert Sheldrake. Présentez-le-nous. Écoutez, moi j'avais rencontré Rupert Sheldrake il y a très longtemps, au début des années 80, parce qu'il avait sorti un livre qui était devenu un scandale international quasiment, scientifique, sur une de ces grandes hypothèses et théories scientifiques qui s'appelle les champs morphogénétiques ou les champs morphiques comme on veut, qui est assez compliqué à comprendre. Enfin, c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent à la biologie, à l'éclosion du vivant, etc. Donc, il était très connu mondialement déjà au début des années 80 pour cette théorie, qui n'a pas encore été démentie jusqu'à présent, mais qui touche un peu à la façon dont toutes les formes dans l'univers et les êtres vivants notamment font leur apparition dans la vie, disons, c'est un peu résumé comme ça, et qui évidemment n'est pas une théorie qui correspond aux standards en vigueur, c'est-à-dire le hasard, les cellules qui forment les unes après les autres un peu comme elles peuvent, enfin bon, voilà. Donc lui a
aspect beaucoup plus ordonné de tout ça. Et ça l'a amené à s'intéresser à ce qu'on n'aime pas du tout du côté scientifique, c'est-à-dire à la parapsychologie, Oui. c'est-à-dire aux choses un peu, aux choses, disons, de l'esprit qui ne sont pas habituelles. Et lui a commencé une enquête un jour, parce que par hasard, il y a une de ses voisines en Angleterre, près de Londres, qui lui a raconté une histoire intéressante en disant « C'est très curieux parce que mon chat répond au téléphone quand mon mari appelle. » Ça, c'est extraordinaire. Alors, vous le décrivez dans votre bouquin, c'est fascinant. Non, mais c'est très rigolo comme histoire. Mais ouais. Alors, il dit, bah oui, qu'est-ce qu'il fait pour répondre au téléphone? Elle dit, mais alors ça ne se produit que lorsque mon mari appelle, quand il travaille. Évidemment, le mari n'appelle pas à 17h15 tous les jours, hein, il appelle un peu n'importe quand. Oui. Donc elle dit, je sais pas, peut-être 20 coups de téléphone dans la journée, de la famille, des amis, des démarcheurs. Mais quand mon mari appelle et à n'importe quelle heure, le chat se précipite sur la commode où est installé le téléphone et commence à miauler. Et si j'arrive pas assez vite, c'est lui qui, avec sa patte, pouf, décroche le téléphone et commence à faire un miaou dans le combiné. Alors, donc, Sheldrake, c'est bizarre, et il va donc chez la voisine et il observe effectivement, il dit au mari, écoutez, dans la demi-heure, appelez n'importe quand, et il voit de loin le comportement du chat. Alors il dit, bah, ça c'est un cas quand même exceptionnel, parce que comment le chat fait-il pour deviner, alors que le mari est à, disons, 50 km au travail, on va dire, je peux peut-être à 20, mais enfin, peu importe, de toute façon, il ne peut pas avoir de contact ni olfactif, ni visuel, ni visuel, et même pas auditif. Donc, comment fait-il pour que ça marche, disons, quasiment à tous les coups, sauf évidemment si le chat est dans le jardin en train de se balader. Et il dit, mais je vais faire une enquête sur ces animaux qui semblent avoir une espèce de connexion. Alors, il utilise le mot télépathie, vous savez, de connexion d'esprit avec leur maître. Et puis, eh bien, il commence à recevoir pas mal de courriers, hein, puisqu'il était connu déjà en Angleterre, etc., dont d'autres cas de chats qui ont exactement ce type de comportement avec leur maître ou leur maîtresse quand ils téléphonent à la maison. Sachant que la sonnerie de téléphone ressemble aux sonneries normales, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une sonnerie spécifique, évidemment. Non, d'accord. C'est pas comme les portables aujourd'hui. Voilà, hein, les tout téléphones, à fait. Il y a 20 ans, c'était, ou même 10 ans, les téléphones de maison, ça sonne... oui, c'est dring et puis point barre, quoi. Voilà. Voilà. Surtout les téléphones anglais, c'est des sonneries assez spéciales, mais c'est toujours la même. Et donc, il a dit, mais je vais faire une grosse enquête sur une enquête internationale, d'abord nationale, mais puis internationale, sur justement ces facultés qu'on suppose aux animaux, pour voir un peu si c'est vrai, si c'est pas... parce que lui, il commence à recevoir du courrier. Donc, il a fait une enquête officielle. Bon, je résume l'affaire. Il a commencé en Angleterre et puis il a lancé l'enquête, on va dire, 6e sens des animaux, mais on reviendra sur le terme après. Oui, tout à fait. Moi, j'aime pas trop, je préfère le 7e sens, mais parce qu'après on se fait piéger. Mais si vous voulez, il a fait ça dans pas mal de pays, bon, évidemment en Europe, en Allemagne, enfin tous les pays qui ont des laboratoires de parapsychologie, même au Japon, aux États-Unis, enfin bon, bref. Et lui, bon, au milieu des années 90, il m'a demandé si on était d'accord avec Psychologie Magazine de participer à cette enquête. On a dit oui. Moi, j'ai dit oui tout de suite. Enfin bon, il n'y avait pas de problème, ça m'intéressait. Les patrons de psychologie de l'époque étaient intéressés. Bon, pourquoi pas, vu le personnage. Et puis les références qu'il avait, ce n'était pas un hurluberlu non plus. Oui, voilà. Donc. Mais il y avait des craintes, quand même. Hein. Mais on n'était pas. Même moi, je dis bon, on va lancer une enquête nationale. À l'époque, psychologie était un journal assez connu, mais c'est pas le succès d'aujourd'hui. Hein. Et je m'attendais à faire 3-4 réponses. Mais non, c'est arrivé par centaines. C'était absolument hallucinant. On n'en revenait pas. On a dû prendre une informaticienne pour gérer tout ça, les courriers, voir. Le but, c'était
d'avoir bien sûr des témoignages, Mhm. mais vous savez, les témoignages en science, on en a accumulé des milliers, ça marche pas, c'est pas toujours accepté. Et ça donc constitue aussi pas la preuve. Oui, de déclencher, afin de pouvoir organiser une ou deux expériences Mhm. dans des conditions dites scientifiques, que malheureusement après on n'a pas pu faire par faute de cas, mais faute d'argent, parce que ça coûte très cher de mettre sous observation un animal et son maître pendant un mois minimum, enfin avec des caméras, enfin, tout ce qu'on veut. On n'avait pas la possibilité de le faire matériellement, techniquement, simplement, quoi. Et c'est bien regrettable. Alors, on va revenir sur la mise en place de cette expérience. D'abord, vous avez eu l'appui d'une émission, l'émission de la télé française. Oui, 30 millions d'amis. Voilà, concernant les animaux. Alors, comment ça s'est passé quand vous les avez contactés? Est-ce que, parce que vous aviez quelques craintes, disons, bon, on va les contacter, on va voir ce que ça donne. Et l'accueil a été de quel type? Ils ont tout de suite dit oui? Sommairement, oui. Je vais pas vous raconter les coulisses de ça. C'est pas le lieu, mais non, sommairement bien accueillis, parce qu'on était une petite équipe sympa avec quand même Sheldrake derrière, donc c'était pas n'importe quoi, et ils ont tout de suite accepté. Il y a même d'autres grands journaux qui nous ont appuyés en disant on va faire aussi notre appel à témoins, etc. Donc ils ont fait un petit film, enfin bon. Mais évidemment, à l'époque, l'émission était dirigée par quelqu'un qui ne croyait pas du tout à quoi que ce soit d'ailleurs. Donc bon, il a laissé faire son équipe, et puis voilà. Donc la productrice a dit ok, on y va. Et puis mais ça s'est très bien passé. Ouais. Vous avez demandé l'avis devant le succès de cette opération, parce qu'il faut dire que les témoignages sont arrivés, je ne vais pas caricaturer en disant par wagon, mais vous avez été submergé, surpris agréablement par le nombre de témoignages qui est arrivé, et vous avez demandé notamment l'avis de la star des vétérinaires, Michel Klein. Oui. Et alors que lui n'a pas été, lui était tout à fait d'accord en vous disant, bien sûr que ça existe. Cette relation particulière comme ça. Moi, je voyais, bien sûr, c'était sympa d'avoir un vétérinaire qui est dans son avis, mais c'était très, très méfiant, parce que vous savez, en France, il y a une espèce de recul, évidemment, de dénigrement de ce qu'on appelle les phénomènes psy, qu'on connaît, que vous connaissez par cœur. Bien sûr. Et je me suis dit, un vétérinaire, surtout, le vétérinaire des stars et stars des vétérinaires, il va prendre ça de haut, il va nous prendre pour des malades mentaux, il va se moquer de tout. Et non, il est arrivé très très sympa, et puis tout de suite il m'a dit, moi j'étais très inquiet quand même, je dis on va avoir un discours, on va devoir se battre entre 6e, 7e sens, bon. Et non, pas du tout, il dit attendez, depuis le temps que je suis vétérinaire, ça fait 50 ans, vous savez, moi j'en ai vu des affaires comme ça, et bien sûr, bien évidemment qu'il y a une communication télépathique entre les animaux et leurs maîtres. Alors, je veux préciser quelque chose là, que c'est ce qu'on appelle le 6e sens des animaux, mais en fait c'est le 7e sens, parce que le 6e sens, si vous voulez, Sheldrake m'avait prévenu que ça allait être comme ça dans la communauté scientifique, c'est un peu ça décrit en fait les sens normaux des animaux qui sont supérieurs aux nôtres finalement. Ah, complètement. Vous savez, par exemple, un chien qui est capable d'entendre à quelques centaines de mètres ou voire plus d'1 kilomètre, ou de se sentir très loin. Les animaux ont en général des facultés, ou bien des facultés différentes des nôtres. Vous savez, par exemple, comme les pigeons voient les infrarouges, mais pas nous. Les chats peuvent entendre loin, sentir loin. Vous avez les éléphants, paraît-il, peuvent ressentir les infrasons de tellurique, etc. Bon. Tout ça, ce sont des facultés normales chez les animaux et qu'on regroupe sous le terme 6e sens. Oui. C'est ce qui fait que quand, par exemple, il y a eu des grands séismes, pour parler du tsunami, par exemple, qui s'est déroulé il y a quelque temps, tous les animaux, les poissons, les animaux avaient fui la zone où ça allait se produire bien avant qu'elle se produise. Il y a eu, je sais plus combien, 250 000 morts, humains, mais pas un cadavre d'animal dans cette région-là. Tout à fait. Alors ça, on peut effectivement le mettre
sous le coup du sixième sens, c'est-à-dire une capacité de ressentir une catastrophe arriver par les sons qu'elle produit. Vous savez, les grosses vagues, les tremblements de terre. Une acuité des sens que nous n'avons pas. Ouais. Voilà. Et puis la communication entre animaux fait qu'ils ressentent très bien. Alors maintenant, moi je suis d'accord avec ça, mais je dis il n'y a peut-être pas que ça. Il y a aussi une faculté chez les animaux de ressentir quelque chose qui est complètement imprévisible, parce que ça, je donne quelques cas d'animaux qui pressentent un accident de voiture, qui le sentent venir. Donc, mais comment on peut sentir venir un accident de voiture? Vous voyez, au moins 2 minutes avant, c'est quand même quelque chose c'est pas un tremblement de terre qui va se produire. Bon, voilà. Donc, il y a de toute façon le sixième sens plus autre chose. Et le septième sens, pour nous, donc, c'est en fait la communication qui peut s'établir entre un animal et son maître, au-delà de tous les systèmes de perception connus. Donc, quand les animaux sont éloignés, assez éloignés, ou les maîtres assez éloignés, pour ne pas pouvoir percevoir un son ou une odeur. Ouais. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est à 60 km, vous pouvez pas dire, il le sent. Il la sent. Sentir, quoi. Vous savez, tous ces cas de mort de maître, ou bien, alors, un cas on en a eu plusieurs, et j'étais assez étonné. Vous avez par exemple des chats qui sont très attachés à leur maîtresse va accoucher. Elle va accoucher, elle n'accouche pas à la maison, elle accouche dans une clinique qui est à environ 20 à 60 km, on en a eu même une à 80 km. Ouais. Au moment de l'accouchement, le chat a un comportement complètement hystérique. Ben, évidemment, l'accouchement, on ne peut pas savoir à quelle heure précise ça se déclenche. Wow. Tout le monde sait que ça peut être très aléatoire. Et les personnes qui ont gardé, on a eu plusieurs cas comme ça, des chats d'une maîtresse, ont su immédiatement, ou ont deviné, on dit qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe, le chat qui court dans tous les sens, qui commence à hurler, à miauler, ils disent la maîtresse doit être en train d'accoucher, et ça n'a pas loupé. C'était à la minute près, quoi. Ils ont relevé l'heure, ils ont dit Donc, si vous voulez, quand il y a une telle distance, bien sûr qu'on ne peut pas mettre ça sous le coup de l'animal sent le maître arriver parce qu'il entend la voiture, etc. Quand la voiture est à 30 km sur l'autoroute, il faut quand même pas exagérer. Bon, et puis même à pas très loin, dans le brouhaha ambiant, je veux dire, même les chiens n'entendent pas à 10 km. Quoi. Oui, non. Là, nous sommes d'accord, Éric Pigani. D'ailleurs, on va parler à travers cette émission d'expériences qui ont même été faites par Rupert Sheldrake et son équipe, et refaites après par ce qu'on appelle un sceptique, un scientifique sceptique qui a repris le protocole, qui l'a examiné, et qui a refait l'expérience avec les mêmes sujets et qui a obtenu les mêmes résultats. Donc là, on en reparlera, et si ça ne constitue pas la preuve de la preuve, ça constitue quand même un faisceau de présomption que, si on est intellectuellement normalement constitué, on ne peut pas ignorer. Une pause, Éric Pigani, on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de cette expérience sixième sens qui aurait mieux fait d'être intitulée, je suis d'accord avec vous, septième sens. À tout de suite dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Éric Pigani, l'auteur d'un livre sur la communication animale aux éditions Jean-Claude Lattès, est en ma compagnie ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Éric Pigani, avant de continuer à parler de cette expérience du dépouillement et des résultats qui s'en sont suivis, et puis peut-être citer un ou deux cas qui vous ont interpellé, ému, intéressé, est-ce que vous avez un animal de compagnie ? À Paris, non, parce que je supporte pas les animaux en appartement. Vous avez bien raison. En province, oui, en famille, dans ma famille, oui, on a bien sûr un animal. Ouais. On a eu toujours des animaux, des chiens, maintenant des chats. Et évidemment, question subsidiaire qui suit celle-là, est-ce que vous avez vécu quelque chose de particulier avec lui ? Avec les animaux, oui. Enfin, enfin, de cet ordre-là, quoi. De cet ordre-là, oui, bien sûr. D'accord. Mais vous savez, je veux dire quelque chose, vous parlez de Michel Klein, etc., mais moi, je connais pas de maître d'animal qui ne soit pas
qui ne se soient pas interrogés sur ce problème-là. Parce que les maîtres qui ont des animaux qui sont des vrais maîtres, aimants, proches, voilà, qui s'en occupent évidemment. Ils savent très bien qu'il y a une communication. Alors les vétérinaires ou certains dresseurs vont dire bien, mais c'est le regard, la gestuelle, les mots. Mais tous les maîtres savent qu'il y a une communication qui se passe en dehors du regard, en dehors des gestes, en dehors des mots. Oui. Et pas forcément à distance. L'animal peut être dans la pièce d'à côté ou peut être bien sûr que on dit c'est normal que l'animal ressente par empathie les émotions du maître. Bon, oui, mais vous savez, c'est comme on le tient pour acquis. Par exemple, pour les mères qui sentent que leur enfant est malade. Pas seulement les bébés, des enfants même plus grands. Hein. On dit c'est normal que la mère sente que l'enfant est malade. Enfin, une mère qui se lève en pleine nuit, l'enfant est assez éloigné, va voir et voit qu'effectivement il est malade. On dit oui, c'est normal. Mais qu'est-ce que c'est d'autre que de la télépathie? Vous voyez, de la communication d'esprit. Et les maîtres qui ont des animaux savent très bien qu'il y a ce type de communication-là qui est très présent, ce lien qui est très fort entre eux et leur animal. Et seulement, si vous voulez, quand j'ai sorti ce bouquin, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, je vous remercie, je suis tellement content d'avoir lu ça parce que maintenant, je sais que je suis pas fou, je sais que je suis pas folle. Parce que j'ose pas parler de ce genre de relation que j'ai avec mon animal parce qu'on dit que ça n'existe pas. Mais si, justement, ça existe. Enfin, ça fait partie du lien entre l'homme et l'animal, a fortiori, dans un sens élargi, entre l'homme et la nature. Hein. Mais donc, bien sûr que c'est... De toute façon, la télépathie, il faut le dire carrément, quand même que c'est un phénomène de l'esprit qui est commun à tous les êtres vivants sur cette planète. Mais enfin, en tout cas pour les humains, le phénomène en science a été reconnu comme existant. On l'explique pas encore parce qu'il y a trop de choses de la conscience et du cerveau, enfin de la conscience qu'on ne comprend pas encore, donc on ne peut pas expliquer. Mais en tout cas, pour ce qui est de la télépathie, scientifiquement, à l'étranger, ça a été reconnu. Oui, à l'étranger, précisez-le bien. En France, on est obligé quand même de s'aligner, mais seulement on va dire les institutions ou les grands professeurs qui se la jouent un peu vont dire non, ça n'existe pas. Mais ils sont quand même maintenant très très rares. Hein. Il y a plus de guère quelques Français qui vont faire ça, 2-3 Anglais, et puis c'est tout. Quoi. Écoutez, Éric Pigani, si je puis me permettre une anecdote que j'ai vécue pas plus tard qu'hier, pour illustrer votre propos et malheureusement peut-être participer à noircir le tableau quant à la recherche scientifique vers le paranormal. J'ai proposé à une personne qui est en train de finaliser ses études dans le domaine, enfin dans un cursus universitaire très costaud, d'écrire un livre sur les phénomènes paranormaux, d'accord. Il m'a dit, écoutez, avec grand plaisir, je suis ravi, etc. Très bien. Bon, il dit en revanche, si vous permettez, j'emploierai un pseudonyme. Je dis, pourquoi? Il dit parce que je n'ai pas fini mon cursus scientifique scolaire, enfin universitaire, et si je mets mon vrai nom, je sais que je le terminerai dans de très mauvaises conditions. C'est navrant quand même. C'est dans votre région? Non. C'est nous sommes dans la région parisienne là. Enfin, nous sommes à Toulouse, mais là l'auteur en question est dans la région parisienne. Vous vous rendez compte? Non mais c'est normal, je connais ça par cœur. Et voilà, oui, je connais ça par cœur. Alors en revanche, je dois vous signaler que quand même il y a un institut à Paris qui s'appelle l'Institut Métapsychique, international, bien sûr. D'utilité publique. Oui, qui est présidé par Mario Varvoglis, qui vous a aidé d'ailleurs. Vous connaissez par cœur, mais vous avez maintenant des étudiants en psychologie qui y travaillent. Hein. Oui, tout à fait. Et pour eux, ça fonctionne très bien. Bon, c'est comme ça. Ça commence un petit peu à s'ouvrir, mais tout ça est très très délicat. Hein. Pour l'instant, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est comme ça. En tout cas, pour ce qui est des animaux. Alors, énormément de courriers, tri du résultat. Qu'est-ce que ça a donné dans les grandes lignes? Est-ce que vous avez dégagé quelques enseignements? Ah oui, il y a beaucoup de, si vous voulez, ce qu'on a pu voir, c'est les constantes. Ça, j'en parle dans le livre. Je vais pas trop m'étaler en parlant parce que c'est un peu long. Si vous voulez, c'est pour voir. En gros, c'est pour voir si, par exemple, les différences de comportement entre les chiens et les chats, d'autres animaux de compagnie. Voilà. Il y a à peu près une trentaine de races qui
sont réceptives à ce genre de phénomène-là, en dehors des chiens et des chats. Hein, il y a beaucoup de cas différents. Enfin, on a pu dégager des constantes communes et puis on reconnaître que le phénomène effectivement se produit. Oui, d'accord. Mais surtout, par exemple, je vais vous dire un truc qui est important à savoir, c'est que, et je dirais jamais assez, c'est que effectivement, les animaux en général, comme les êtres humains en général, sont doués de cette faculté-là, entre autres, mais que tout dépend de l'animal et pas forcément de la race. Tout dépend de la personnalité de l'animal. Ouais. Vous avez des animaux qui sont extrêmement doués pour communiquer, mais pour se faire comprendre en sens normal. Et vous avez des êtres humains qui sont extrêmement doués pour se faire comprendre, pour comprendre les autres, pour être empathiques. Et vous avez des gens psychologues nés, et vous avez des gens simplement fermés à tout. Et ben, chez les animaux, c'est pareil. Vous avez comme la musique, vous avez des gens musiciens hyper doués, puis vous avez des gens complètement réfractaires à la musique. Bon. Oui, totalement. Chez les animaux, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Vous avez des animaux très doués pour la télépathie, même quand on travaille sur l'intelligence animale, vous avez des choses absolument fabuleuses, étonnantes chez certains animaux. Les 3 derniers cas sont assez spectaculaires en dehors de la parapsie, qui est le cas du chat Oscar, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui fait de l'accompagnement de fin de vie dans un hôpital américain, à Providence, de malades d'Alzheimer. Ouais. Vous allez voir sur Internet, Oscar, c'est étonnant. Vous avez une autre chatte qui s'appelle Nora. Ses maîtres sont professeurs de piano aux États-Unis et elle est capable d'imiter, mais elle l'a fait d'elle-même, complètement, et de jouer du piano. Donc vous avez des vidéos absolument incroyables de Nora joue le chat pianiste, et c'est absolument fabuleux parce que évidemment elle joue pas du Mozart, mais pas comme Duchesse dans les Aristochats. Elle suit des cours de piano et donc par imitation, elle fait, alors que vous avez j'en ai vu des vétérinaires qui disent que ça n'existe pas, les chats n'imitent pas les humains. Il suffit de voir les vidéos. Il y en a beaucoup de ce chat en train de jouer du piano, mais c'est absolument hallucinant. Le 3e cas, c'est Riku. C'est un chien, alors ça c'est une expérience qui a été faite en Allemagne, dans une université allemande, avec un chien qui est extrêmement doué sur l'intelligence logique. C'est-à-dire qu'il est capable, il connaît, l'expérience c'était pour démontrer que les animaux connaissent le sens des mots, ce qui est pas admis par tout le monde. C'est un sens. Voilà. Derrière les mots se cache un concept abstrait. Est-ce que les animaux sont capables de le percevoir? Voilà. Et ce chien-là, oui, parce que quand par exemple, ils mettent 20 objets dans une pièce dont il connaît les noms. D'accord. Il va chercher une brosse à dents. Il va chercher la brosse à dents. Il ne se trompe pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand ils ajoutent un objet qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas le nom, et qu'il ne connaît pas, le chien est capable de savoir, de dire, tiens, cet objet, il me demande quelque chose que je connais pas, cet objet, je le connais pas, et il ramène l'objet qui correspond. Ça, c'est absolument stupéfiant. Mais, évidemment, les 3 cas que je viens de signaler, ce sont des cas extrêmement rares. Vous voyez? Donc, chez les animaux comme chez les êtres humains, pour la communication avec les maîtres, surtout la communication qui fait intervenir un autre sens, il y en a qui sont doués, il y en a qui sont moins doués. Voilà. Est-ce que, suivant la croyance populaire, le chat serait plus télépathe que le chien, par exemple? Non. Bon, non. Voilà. Alors, le problème, comme vous le savez, les chiens sont beaucoup plus dressables que les chats. Ils sont beaucoup plus expansifs, attentifs à leur maître. Les chats sont beaucoup plus indépendants. Quand vous appelez un chat, il peut venir, mais c'est pas du tout de la même. Vous dites assis un chat, essayez de le dresser comme un chien. C'est un peu plus compliqué. Donc, si vous voulez, au niveau des expériences sur la télépathie, c'est bien plus facile de faire ça avec un chien qu'avec un chat. Vous voyez, d'ailleurs, dans le livre, je donne un certain nombre d'expériences à faire parce que il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire des expériences à la maison pour voir si les choses marchent, comment les choses marchent, même entre humains, des expériences de télépathie, c'est très drôle, mais il faut bien les faire.
Ouais. D'ailleurs, on en parlera parce que vous parlez de toute une mise en condition, de toute une introspection, peut-être également. L'air de rien, ça peut mener très loin les exercices que vous donnez, et on rejoint un petit peu votre connaissance peut-être de la spiritualité zen. On sent à travers ça quelques grandes lignes. C'est normal. Bien sûr qu'il faut avoir une attitude dans la vie qui est quand même, on va dire, une attitude zen. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais on voit l'image. Vous savez, si vous voulez parler avec quelqu'un sérieusement, quand vous devez communiquer avec quelqu'un sérieusement, si vous êtes pressé par les téléphones, la télévision, les machins, les enfants qui vont à droite, les choses à faire, etc., vous êtes dans un état d'excitation, vous ne pouvez pas communiquer sérieusement avec quelqu'un, que donner 3 mots, des ordres, essayer de comprendre ce qui se passe, et puis hop, terminé. Pour vraiment discuter avec quelqu'un, vous devez vous asseoir au coin du feu, et puis être calme, et puis être avec la personne, etc. Tout le monde connaît ça. Donc, avec les animaux, c'est pareil. Si vous voulez avoir une communication saine, humaine, normale, il faut apprendre aussi à se décontracter, à se relaxer, à faire un peu de méditation sans rentrer dans des grands trucs. Donc, tout ça, ça fait partie d'un processus. Vous savez, c'est comme demander à un musicien, foutez-le avec un piano dans un studio surpressé toute la journée, pas le temps de travailler, machin. Allez, en 3 minutes, composez-moi quelque chose. Le pauvre gars, il va complètement paniquer. Ce sera impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Un compositeur, même un interprète, a besoin de temps, de calme pour faire sortir ce qu'il y a à sortir. Donc déjà pour la communication verbale, c'est très difficile. Alors, en plus, pour des communications extrêmement fines, bien sûr qu'il faut avoir un état d'esprit quand même relaxé, détendu, ouvert, vous voyez, ça demande un certain état d'esprit. Tout à fait. Éric Pigani, une pause à nouveau. On va se retrouver dans quelques instants pour évoquer ce que je trouve, moi, être une expérience absolument extraordinaire que vous décrivez par le menu, d'ailleurs, dans votre livre, parce que là, si ça n'est pas une preuve, on se demande bien ce que c'est, la relation entre une Anglaise, Pamela Smart, et sa chienne. Très joli nom, d'ailleurs, cette chienne s'appelle JT, c'est ça, je prononce bien? Oui, c'est un chien, JT. C'est un chien, pardon. Oui. JT, parce que là c'est proprement étonnant, comme cette anecdote du chat qui répondait au téléphone quand c'était son maître qui l'appelait, que vous nous aviez cité tout à l'heure. Et ensuite, nous évoquerons le dossier de télépathie, mais là au sens large du terme, pour bien comprendre les études qui ont été menées dans ce domaine-là, et d'excellentes études. Enfin bref, on n'est pas au bout de nos découvertes avec vous, Éric Pigani, dans Les Aventuriers de l'étrange. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Éric Pigani est mon invité ce soir. Nous parlons de la communication avec les animaux au sens large du terme. Et d'ailleurs, au-delà même des animaux, peut-être, pourquoi pas, envisager, après tout, ne soyons pas timorés dans les théories avec tout ce qui est vivant. Ça comporte peut-être aussi les végétaux, les arbres, les plantes, les fleurs. D'ailleurs, vous rapportez une très belle anecdote dans votre livre, Éric Pigani. C'est un ethnologue, je crois, anglais, en Inde, et qui en pleine nuit voit un moine rire, danser dans une clairière, être absolument épanoui, heureux, et il dit à ce moine: mais pourquoi est-ce que vous dansez tout seul là en plein milieu de cette forêt? Et le moine interloqué lui répond: mais qui vous dit que je suis seul? C'est très joli ça, hein? Oui, c'est une belle histoire. Oui. Ouais. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a d'autres, on peut percevoir d'autres choses au-delà de ce qu'on voit habituellement au consensus normal, dans la vie quotidienne. Vous avez quand même des milliers de personnes qui jardinent en France, qui adorent le jardinage, des grands amateurs de jardin. Moi-même, je suis amateur de jardin. Parler un peu en profondeur avec ces personnes qui jardinent, je parle des amateurs, les grands amateurs, il y en a aucun qui va vous parler de son jardin d'une façon mécanique, biologique, simplement matérialiste. C'est-à-dire, ils entretiennent avec la nature, certains arbres, certaines fleurs, certaines plantes, une espèce de relation absolument incroyable. Vous savez, on dit qu'il y a des gens qui ont la main verte. Ouais. C'est qu'il y a quand même une relation, alors télépathique, j'irai peut-être pas jusque-là, j'en sais rien.
Mais une relation affective, certainement, ça c'est clair. Voilà, affective, et la nature le rend bien. Mais la nature, évidemment, avec ses caprices. Quand on respecte les caprices de la nature, dans le jardinage, quand on est humble face à un peu à ce qui se passe, parce que parfois on ne peut pas contrôler, eh ben, vous savez, il y a quand même une relation entre le jardin et l'être humain, enfin entre la nature en général, mais surtout le jardin, mais ça c'est un autre sujet, et l'être humain qui est absolument incroyable. Et donc, bon, ça peut être au sens large dans ce type de relation-là. Mais si vous voulez, pour ce problème-là, vous avez des tas de gens, évidemment, qui se rient de ce type de relation qu'on peut entretenir avec le monde, avec l'univers, les autres, etc. Bon, parce qu'ils comprennent pas. Puis il y en a qui sont là et qui ne comprennent pas. Je voulais que je vous dise, il y a des gens qui comprennent rien à rien, puis il y a des gens qui comprennent tout, puis il y a des gens qui comprennent d'autres choses. Enfin, chacun sa fonction, chacun sa place, et puis il n'y a pas lieu de s'en alerter. Le seul problème, c'est que les uns laissent vivre les autres. Parce que ce qui est embêtant, vous savez, moi je travaille à Psychologie Magazine, donc j'ai vu les bouquins et certains articles que j'ai écrits, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour dire, vous savez, j'ai vécu tel truc machin, telle expérience, un rêve prémonitoire, ou bien de communication avec ma grand-mère disparue, etc. Mais alors, à la télé, vous avez un tel, dont je ne dirai pas le nom, qui dit que ça n'existe pas, que c'est des charlatans. Alors, on se retrouve malheureusement avec des gens qui vivent des expériences dites extraordinaires, ou qui utilisent au quotidien, tant qu'ils peuvent, enfin, sans le vouloir, des facultés inhabituelles du cerveau. Et puis, alors, à la télé ou dans certains médias, on leur dit que ça n'existe pas. Donc, ça crée chez eux des gros problèmes psychologiques. Tout à fait. Mais je suis fou. Mais non, mais pas du tout. Donc, ça fait partie du bagage de l'être humain, sauf qu'il y en a, comme pour la musique, chez certains, c'est plus ou moins développé. Tout à fait. Mais d'ailleurs, demain, dans l'émission de demain soir, samedi, c'est une émission consacrée entièrement au témoignage avec deux spécialistes, deux oreilles qui viendront essayer d'apporter du réconfort et répondre aux questions que se posent ceux et celles qui ont vécu un phénomène paranormal. Vous parliez de psychologues qui travaillent avec l'IMI. Renaud Évrard vient m'épauler pour écouter attentivement les témoignages des auditeurs et auditrices et leur apporter au moins des éléments de réponse et surtout bien leur dire qu'ils ne sont pas fous, bien au contraire, qu'ils ne sont pas seuls à vivre des phénomènes tout à fait étranges et dits paranormaux. Éric Pigani, venons-en à ce chien Jaiti et Pamela Smart que vous racontez par le menu dans votre livre, parce que là c'est franchement un début de preuve. Alors bon, si vous voulez, dans l'histoire de la parapsychologie depuis 100 ans, je parle de la parapsychologie scientifique, je parle pas des. Vous avez énormément d'expériences en télépathie entre les humains. Avec les humains. Énormément qui ont donné des résultats incroyables. Enfin bon, c'est maintenant que ça existe, même, je répète, on ne sait pas vraiment l'expliquer. En revanche, sur l'étude de la télépathie chez les animaux, il y en a très très peu. Dans toute l'histoire, j'en ai relevé là quelques-unes, une grande dizaine au total. C'est vraiment anecdotique, c'est vrai. Reconnues, voilà. Malheureusement, parce qu'on ne savait pas comment. Donc, si vous voulez, Jaiti, c'est quand même l'un des tout premiers cas vraiment étudiés dans des conditions scientifiques. En gros, je vais résumer. Alors pour moi, c'était important de le détailler dans le livre pour montrer à tout le monde comment on mène une expérience dans des conditions scientifiques, c'est-à-dire des conditions de contrôle, comment les choses sont calculées, parce que tout ça, après, se termine par des statistiques, et c'est là qu'est le problème. Bon, en gros, c'est un chien qui vivait avec sa maîtresse et les parents de la maîtresse de Pamela, donc Pam Smart, gardaient le chien quand la maîtresse allait travailler. Bon. Voilà. Seulement, lorsque le chien commençait à s'agiter, à avoir un comportement inhabituel dans le cours de la journée, lorsque la maîtresse allait, à peu près une demi-heure avant son arrivée, 20 minutes avant. La chienne commençait à s'exciter. Donc le chien commençait à vraiment être très excité, à regarder par la fenêtre, à monter, à tourner près de la porte. Et
Donc, si vous voulez, le truc, c'est que la maîtresse ne rentrait jamais à la même heure de son travail. C'est ça, sinon ça aurait eu aucun intérêt, évidemment. Mais oui, si c'était, si elle rentrait à 18h10 tous les jours, que le chien à 18h05 se mette à s'agiter, Voilà. c'est même pas la peine de faire l'expérience. Mais là, il s'agitait bien longtemps avant, c'est-à-dire le temps, en gros, qu'elle mette pour parcourir le chemin en voiture. Ouais. Et je pense que elle travaillait à une bonne vingtaine de kilomètres. Donc, évidemment qu'un chien ne peut pas entendre, même s'il y en a qui le disent, là, c'est absolument faux. Une voiture, depuis 20 kilomètres, c'est absolument impossible. Non, là, on va essayer d'être sérieux quand même. Oui, parce que là... Donc, Sheldrake a dit, on va faire une expérience avec ce chien. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, pour résumer, ils ont mis une caméra dans la maison qui suit la chienne pour voir où était le chien, voilà. Et puis une caméra à l'endroit où se trouvait Pamela. Ouais. Donc ils lui ont trouvé un bureau à 20 km de là, et si vous voulez, personne ne savait parmi ceux qui faisaient l'expérience à quelle heure Pamela allait partir. Ouais. Surtout pas les parents évidemment, pas ses parents. Évidemment. Et il y a quelqu'un d'extérieur à l'expérience qui devait téléphoner au numéro et dire maintenant vous partez maintenant. Et donc les caméras tournant simultanément, on voit à l'écran donc avec un timecom à l'écran, donc après on monte les deux films, on les colle l'un à côté de l'autre, avec le timecode équivalent, et on voit que au moment où Pamela dit bon maintenant je rentre chez moi, elle se lève de son bureau et prend son manteau. Le chien commence à s'agiter au moment même, à la seconde. C'est absolument hallucinant. C'est fascinant. Ça. C'est fascinant. Et à 20 km de là, et personne n'écoute au courant de rien. Ouais. Ils ont même fait l'expérience, ça a duré plus d'un an, pas tous les jours, parce que etc. Et ils ont même fait l'expérience avec le chien seul, parce qu'ils ont dit peut-être qu'il y a une communication télépathique, par exemple, entre les parents et Pamela, et que c'est le comportement des parents qui fait que Donc, le chien tout seul dans la maison, avec la caméra qui tourne en permanence, c'est pareil. Alors, ça n'a pas marché à tous les coups, avec la même intensité, si vous voulez, parce que c'est comme tout à chacun, ce qu'il faut noter. Vous savez, c'est dans les expériences en psychologie, c'est pas, et encore, attendez, vous savez que dans les expériences, même en physique ou en chimie ou n'importe quoi, les expériences ne marchent pas à tous les coups. Bien sûr. En psychologie, il y a des jours où vous êtes bien, et d'autres jours vous n'êtes pas bien, donc ça marche moins bien. Bah oui, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, évidemment. Vous êtes réceptif aux autres, et des jours où vous n'êtes pas réceptif aux autres. Vous voyez, vous envoyez tout balader. Bien sûr. Et pour les musiciens, c'est pareil, il y a des jours où ils vont être complètement inspirés, ça va être formidable, un concert extraordinaire, et puis d'autres jours, on se lève le matin, puis il n'y a rien qui vient. Bon, mais ça, on peut pas contrôler. Donc, je veux dire, c'est un facteur humain dont il faut tenir compte. Mais, si vous voulez, la plupart du temps, ça marchait très 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 bien. Bon, donc là, je résume un peu ce qui s'est passé. Le film existe, on peut le voir. Normalement, on doit pouvoir le voir sur Internet. Moi, je l'ai vu quand je l'ai vu. Bon, évidemment, ça étonne tout le monde. L'expérience a été refaite par un groupe de sceptiques anglais. Voilà, ça c'est intéressant. Ça, il aura été remis le protocole de cette expérience, et ils ont refait. D'abord, j'imagine qu'ils ont passé le protocole au peigne fin, peut-être y apporté quelques modifications pour verrouiller encore mieux le système, pas de possibilité d'erreur, et ils ont refait les expériences avec les mêmes sujets. Alors, c'est là que les choses se sont un peu compliquées. Parce que donc ils ont eu les mêmes résultats au début, et après ils ont changé un peu des éléments du protocole, et surtout, si vous voulez, après il y a eu toute une grande discussion sur les statistiques, parce qu'ils ont ajouté des paramètres, donc ça donne pas les mêmes statistiques, donc paraît-il ça marche pas. Bon, écoutez, là on est dans des querelles de spécialistes, et ceux qui parlent bien l'anglais peuvent consulter les débats entre Sheldrake et ce monsieur sur les statistiques, mais ça ne concerne que les mathématiciens, si vous voulez. En fait, ce qu'il faut, moi, ce que je dis au total, l'expérience a marché. Quand on voit les films, on dit c'est pas possible. Vous voyez que ça n'existe pas. Maintenant, après, on peut se battre sur les statistiques pour tous les sujets possibles et imaginables. Mais si vous voulez, pour moi, ce qui est important,
qui a été ma démarche de journaliste, et d'ailleurs ma démarche en général pour la parapsychologie, c'est que je compte beaucoup plus sur l'effet qualitatif que quantitatif. Vous savez, pour moi, un témoignage est important parce que il y a des gens, par exemple, vous allez faire des gens qui ont des facultés, disons, de perception un peu pas normales, vous allez les mettre en condition d'études et puis ça marchera pas du tout. Oui. Donc, et puis, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes psychothérapeute et psychologue. Voilà, donc, voilà. Et puis même je vous dis, il y a des musiciens extraordinaires que vous mettez un micro à côté, après vous n'avez plus rien, quoi, si vous voulez. Bon, ça dépend vraiment des personnes. Donc pour moi, la qualité est plus importante. Et chez les gens, si vous voulez, ce qui est important à retenir, c'est pour avec ce livre-là, c'est bien sûr, c'est de reconnaître le phénomène et de l'accepter tel qu'il est avec sa qualité propre. Vous voyez? Ouais. Et bon, alors, je raconte cette expérience avec JT, mais je raconte aussi l'expérience avec une Kizzy, qui est un perroquet américain. Fabuleux. Alors ça, c'est encore plus à tomber par terre. Ouais, mais là, on n'aura pas le temps de à découvrir d'urgence. Oui. C'est absolument hallucinant. Là, le film existe aussi. Moi, bon, j'ai vu, c'est absolument étonnant. Mais alors, par exemple, pour les cas français, alors, c'est un perroquet télépathe, par exemple, qui est capable, dans sa propre pièce, de dire le nom des objets que sa maîtresse tient et qui lui ont été remis au hasard. Voilà, il y a un truc des objets ou des cartes. Vous voyez, on lui fait regarder des photos à sa maîtresse, et puis avec un micro dans l'autre pièce et une caméra, on enregistre les réactions. Ça c'est une photo c'est une fleur, et puis il dit les noms. Alors évidemment, statistiquement, après on peut s'amuser avec ça en disant non, ça marche pas. Mais quand on voit globalement le résultat en conditions scientifiques, mais je veux dire, il y a de quoi tomber à la renverse. Ah oui, là, je suis d'accord avec vous. Et si vous voulez, quand je parle de qualitatif, c'est là où le problème est important, parce que on a un cas justement avec un perroquet en France. Un témoignage que j'avais reçu d'un perroquet gris du Gabon qui s'appelait Charlie, et donc c'est des gens, je crois, dans l'est de la France, si je me souviens bien. Alors attendez, Éric Pigani, comme dans les bons feuilletons américains, là on finit en l'air, moment de suspense. Comme ça, hop, on fait la petite pause et on se retrouve pour continuer à découvrir avec vous dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce que fait Charlie. On l'a bien emmené là, hein. Là c'était impeccable. On finit en l'air et on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Éric Pigani pour son livre La communication animale est mon invité dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio il y a quelques instants. Les éditions, c'est Jean-Claude Lattès, le réalisateur me fait signe et il a tout à fait raison. Donc on s'est interrompu juste au moment, Éric Pigani, vous alliez nous raconter cette histoire de Charlie, ce perroquet gris du Gabon qui, semble-t-il, vit des choses extraordinaires avec ses maîtres. Nous vous écoutons. Alors, là, je parlais au sujet de la qualité de la relation et de la qualité du phénomène plutôt que la quantité du phénomène. En fait, dans sa famille, son jeune maître, il devait avoir à l'époque une vingtaine d'années, bon, ça remonte quand même, mais il y a à peu près 10 ans, était parti à l'armée, dans l'armée de mer pour 2 ans, je crois, et donc téléphoné dans sa famille. Et donc faisait le tour du monde en bateau, etc. Et téléphoner dans sa famille quand il était en escale. Et oui, donc n'importe quand. N'importe quand, absolument n'importe quand. C'était pas prévu. Et puis surtout, il ne donnait pas de rendez-vous téléphonique en disant aux parents tel jour je vais appeler. Vous savez, parce que à l'armée ils disent pas voilà on va à tel endroit maintenant. Dans 3 semaines, on sera là. Si la mer est calme, s'il y a des tempêtes, c'est secret en général. Voilà, comme ça. Mais le perroquet. Le jour, hein, pas 1 heure avant, le jour où le garçon allait appeler, le perroquet criait son nom quasiment toute la journée. Enfin, pas 3-4 heures, on va dire. Donc, il prévenait la famille
que son maître allait appeler. Ça, c'est génial, ça. Mais il n'arrêtait pas de répéter son nom tout le temps. Donc, au bout de 3 mois, les parents ont dit, dès qu'il dit son nom, alors on sait qu'il va appeler aujourd'hui. On va avoir un coup de fil, c'est génial. Et puis, ça marchait à tous les coups. Donc, si vous voulez, on aurait pu, nous, faire une expérience. Je vous dis, d'abord, ça coûte très cher à faire ce genre de... On aurait pu faire ce genre d'expérience-là, la filmer, mais bon, outre le fait que techniquement c'est un peu difficile, moi je dis, pour moi, le témoignage en lui-même est suffisant. Vous voyez, je veux dire, là on est dans la qualité du témoignage. D'autant que bien que les gens vont pas inventer n'importe quoi pour se faire mousser. Pas, Non, nous sommes d'accord. D'autant que Rupert Sheldrake a déjà monté une expérience probante. Donc bon, voilà quoi. Il y a quand même suffisamment d'éléments forts. Oui, sauf que l'expérience de Nkisi, c'est bien après. Hein, oui, tout à fait. Oui. C'était avec une américaine, je crois, une New-Yorkaise, me semble-t-il. Mais à lire dans votre livre, cette expérience, vous allez voir, c'est absolument renversant. Éric Pigani, vous consacrez, et j'ai trouvé ça très pertinent, dans votre livre, un chapitre entier sur la télépathie, mais au sens large du terme, pour bien faire comprendre à ceux et celles qui vont vous lire, et là, en l'occurrence à ceux et celles qui nous écoutent, la télépathie chez les êtres humains. Alors, je vous ai posé la question pour les animaux tout à l'heure. Et là, je vous pose la question pour les êtres humains. En plus, vous êtes bien placé pour y répondre. Vous êtes artiste vous-même, artiste de très haut niveau, pianiste. Est-ce que les artistes, en règle générale, sont plus sensibles à la télépathie que les autres, les cadres, les plombiers, les zingueurs, les boulangers, les footballeurs, les rugbyman, je sais pas. Oui, parce qu'il y a eu des expériences de télépathie spécifiques avec des artistes, notamment des musiciens. Pour résumer, oui, bien sûr, j'ai fait un bouquin là-dessus, puis une étude qui était passée au niveau international d'ailleurs sur en fait justement le qualitatif de la qualité de cette relation-là. Et effectivement, on peut remarquer que les artistes sont beaucoup plus sensibles et réceptifs à tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Pour la télépathie, c'est les musiciens les plus forts. Pourquoi ? Parce que les musiciens, si vous voulez, les artistes, leur fond de commerce, c'est faire marcher leur créativité, leur imagination, vous voyez, de recevoir, d'être inspiré. C'est normal pour eux d'être inspirés, et puis c'est l'inverse qui est pas normal. Oui. C'est quand ils ont pas l'inspiration, le feu, tout ce qu'on peut décrire, c'est que ça marche pas, c'est là qu'on est malade, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, puis en plus, quand on joue avec d'autres musiciens, vous avez forcément des choses qui ne passent pas par le regard, qui ne passent même pas par l'oreille. Il y a une espèce d'entente télépathique qui s'établit naturellement, et il y en a des tas qui le font naturellement. Et il y a eu il y a eu quelques grandes expériences aux États-Unis, qui ont été faites aux États-Unis, en Angleterre, en Hollande, dans des universités, c'est pas n'importe où, sur des populations d'artistes, et on a remarqué que les musiciens donc étaient très très forts en télépathie, mais donc des expériences de télépathie scientifique. Oui. Vous décrivez par le menu des expériences, des protocoles de, par exemple, Charles Honorton à Princeton aux États-Unis. Non, c'est vraiment du solide fait par des scientifiques dans un cadre très très précis et très rigide et rigoureux, évidemment. Voilà, rigoureux. Et là, vous voyez que ça va plus loin que les tentatives de voir si la télépathie existe. Parce que là, maintenant, c'est admis, les scientifiques qui étudient la question essayent de voir comment, chez qui ça se produit, pourquoi, etc. Vous voyez, d'aller plus loin dans la recherche que simplement dire est-ce que ça existe ou pas. Oui, maintenant, on le sait, point barre. Maintenant, essayons d'expliquer pourquoi ça se produit, dans quelles conditions, etc. Quelles sont les personnes qui sont plus réceptives. Et on voit effectivement que les facultés de créativité, les facultés de calme intérieur, de réception, de l'état intérieur, d'empathie, tout ça compte dans l'ouverture, on va dire, des facultés psy, PSI, qui sont les facultés dites paranormales ou parapsychologiques, qui sont la télépathie, la clairvoyance
et la précognition. Ouais. Vous citez d'ailleurs parmi les quelques anecdotes, parce que vous avez écrit et recueilli de nombreux témoignages d'artistes qui ont vécu des phénomènes de télépathie. Et je vous demanderais de nous raconter cette anecdote vécue par Guy Béard. Ah, quels sont, sur son père, je crois que c'est... Oui, Guy Béard, c'est parce que un jour il se promenait sur les bords de la Seine et son père qui était à 2000 km de là où je ne sais plus, il était avec un ami et puis il m'avait raconté qu'il se baladait avec cet ami sur le bord de la Seine, sur les quais de Seine, en parlant et tout d'un coup il s'est écrié « Mon père est mort ». Et effectivement, dans les 4 heures qui ont suivi, il a appris la mort de son père au moment même où lui l'avait ressenti, l'avait compris, et c'était pas prévisible. Son père était pas mourant malade en disant il reste plus que quelques instants. Non, c'était brutal. Donc il dit ça, et puis des artistes de toutes sortes, mais surtout chez les musiciens, ont raconté des histoires de télépathie absolument étonnantes. Vous en avez vécu vous-même, j'imagine, parce que en tant qu'artiste, vous l'avez bien ressenti, ça. Toutes sortes d'expériences, mais ça c'est dans un autre bouquin qui est malheureusement épuisé, qui s'appelle Psy. C'est un gros truc de 500 pages, qui est de la grande enquête. On essaie de ressortir ça, mais effectivement, moi, si je me suis intéressé à tout ça, si j'ai beaucoup travaillé là-dedans, c'est parce que j'ai vécu beaucoup de choses, c'est pas de l'extérieur. Et d'ailleurs, je raconte souvent dans mes bouquins, je raconte les choses de l'intérieur. Vous savez, je raconte ce que je ressens, ce que je vois, ce que je vis, les rencontres avec les gens. J'aime bien raconter un peu sous forme descriptive un peu ce qui se passe, parce que je trouve qu'on ressent mieux. Après, on peut mieux s'identifier. Les gens disent oui, mais vous avez vécu ça, effectivement. Alors je reconnais mieux. Vous voyez, on reconnaît mieux ce que soi-même on a vécu. Mais c'est une option, je pourrais faire des livres plus didactiques, plus... Non, changez rien, c'est moins froid et c'est tout aussi bien, je trouve. Moi, j'aime bien, juste pour l'écriture, j'aime bien raconter des histoires. Vous voyez, c'est le plaisir comme un romancier. Je suis pas romancier, mais j'aime bien décrire les lieux, les personnages, les couleurs, les ambiances. Oui, tout à fait. Voilà. Éric Pigani, on n'a pas arrêté de dire du mal de la recherche en France concernant le paranormal, mais malgré tout, quelques grands chercheurs français ou quelques grandes expériences ont été menées. Et parmi les grands chercheurs, on peut citer Rémi Chauvin, par exemple, qui a fait des expériences avec les animaux, lui. Oui, les fameuses expériences avec les souris de Rémi Chauvin. De toute façon, Chauvin est connu mondialement. Mais lui est un grand défenseur de la parapsychologie. Il a fait énormément d'expériences. Il a fait une expérience pas connue dans le grand public sur les facultés de prémonition des souris. Mais ça, je vais le raconter. C'est un peu difficile à raconter il avait construit un labyrinthe avec des lampes qui s'allument, des courants électriques, et savoir si les souris allaient deviner que le courant électrique allait s'allumer. Et puis ça a marché, quoi. Enfin, c'est extrêmement surprenant. C'est rigolo. Et les résultats étaient positifs. Et alors, grande expérience également, malheureusement trop méconnue, je trouve, dans le monde scientifique. Et ça, c'est les bras m'en tombent, parce que ce scientifique 3 fois docteur, il a 3 doctorats différents. Je parle de René Péoc, est un grand monsieur, vraiment. Ah oui. Non, mais ça c'est proprement hallucinant. Mais là, on rentre dans un domaine beaucoup plus difficile d'accès de la parapsychologie, qui est ce qu'on appelle la psychokinèse. C'est-à-dire la faculté de pouvoir modifier la matière ou faire bouger la matière, parce que vous voulez, qui est beaucoup plus... Alors là, on parlait de ça, les scientifiques hurlent à la mort. On leur a arraché les tripes. En fait, il a fait des expériences avec des poussins. Et là, malheureusement, je peux pas raconter parce que c'est assez Disons long. Très schématiquement, il avait un petit robot qui se déplaçait de manière aléatoire au sol. Et il a appliqué une loi que tous les biologistes ou les comportementalistes animaliers connaissent bien, c'est l'imprégnation, c'est-à-dire... Non, l'empreinte, c'est-à-dire le petit poussin pensait que ce robot était sa maman, voilà. Donc enfermé sous une cage en verre, il mettait le robot à tourner à quelques 1 mètre ou 2 de distance du poussin, et le poussin, évidemment, naturellement, lui, il veut voir sa maman, donc il veut que sa maman s'approche. Alors, est-ce que le poussin est capable de faire venir à lui un robot qui fonctionne de manière aléatoire? Voilà. Oui, ça a marché. Le postulat de base, c'était ça. C'est pas un poussin, c'est un groupe de poussins. Un groupe de poussins, oui. Et donc, si vous voulez, cette espèce de robot qui fait des tracés, d'ailleurs, sur une grande feuille en papier, qui, en système normal,
tournent dans tous les sens et on voit bien que c'est des tracés n'importe quoi. Ouais. Et quand vous avez le groupe de poussins pour qui le robot est la mère, parce que vous savez quand l'empreinte, c'est en fait quand la première chose qui bouge chez ces volatiles-là, la première chose qui bouge, les poussins vont la suivre et vont la prendre pour leur mère. Même Voilà. vous faites ça avec un aspirateur ou vous-même. Bon, c'est bien connu. Chez avec les oies sauvages, oui, tout à fait. Et donc, ce qui se passe, c'est Péoc a observé maintes et maintes fois, et des dizaines de fois, que le groupe de poussins était capable d'attirer par la pensée ce robot vers lui, parce que on le voit quand on voit moi j'ai vu tous ces tracés, mais c'est hallucinant. On voit que le robot ne circule que dans un cercle très restreint, près de la cage. Ah oui, non, mais c'est fascinant, ces résultats. Très belle expérience, d'ailleurs, à signaler qu'il l'a financé avec ses propres deniers, et très belle expérience avec une rigueur extraordinaire. Enfin, ce monsieur est malheureusement trop méconnu, surtout cette expérience. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Éric Pigani, une pause, et j'aimerais que nous parlions. Alors, j'en avais entendu parler, comme ça, comme tout le monde, j'imagine, peut-être lu quelques trucs de ci de là, un reportage à la télé, un article sur Internet, mais ces gens, qui sont capables de communiquer avec les animaux, et qui en font leur profession. Donc vous vous êtes penché là-dessus, évidemment, parce que comment est-ce qu'ils communiquent, comment les animaux communiquent avec eux ils servent d'interprètes, en quelque sorte, avec nous autres, les pauvres maîtres qui sont pas capables de... D'où le titre du livre, la communication animale. Voilà, exactement. Donc une pause, et vous nous parlez de ça, et ce que vous en avez retiré. À tout de suite, sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy, sur Sud Radio. Éric Pigani est en ma compagnie ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour son livre extrêmement intéressant qui se lit d'ailleurs de manière très chaleureuse. Voilà, je cherchais un qualificatif. Voilà. C'est gentil. Non, mais c'est ça. Fluide. Ça s'appelle donc La communication animale. C'est chez Jean-Claude Lattès. Alors, Éric Pigani, vous vous êtes évidemment penché sur. Alors, comment appelle-t-on ça en américain? Les animal communicators, c'est ça? Voilà. Voilà. Mais qu'on appelle les communicateurs animaux. Voilà. Alors, c'est quoi? Ce sont des personnes qui disent pouvoir être capables d'entrer en communication avec l'esprit de l'animal, de votre animal préféré, et de comprendre de quoi il souffre quand l'animal a des problèmes psychologiques ou même des problèmes physiologiques. Alors, vous avez c'est un mouvement, c'est un courant qui a commencé il y a une dizaine d'années et qui commence à venir en Europe et en France. Donc, c'est des gens qui disent être télépathes et capables de tout comprendre. Alors, dans le livre, je ne vais pas trop détailler parce que c'est assez complexe. Moi, ce que j'en retire, c'est que les gens disent que c'est de la télépathie. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce truc-là parce que les résultats sur la télépathie ne sont pas vraiment probants et surtout que ces gens-là ne veulent pas faire d'expériences scientifiques pour vérifier si c'est vraiment de la télépathie. Donc, à mon avis... Même s'ils ont peut-être des qualités, ça laisse quand même un climat de suspicion. Il y en a qui ont des qualités extraordinaires de communication avec les animaux. Mais moi, je mettrais ça plutôt du côté de l'intuition. Ce sont des gens qui sont extraordinairement intuitifs. Et comme on sait pas. Mais vous avez dans l'intuition, c'est un terme générique dans lequel effectivement vous pouvez avoir des moments de télépathie. Parce qu'il faut savoir que la télépathie est un phénomène fugace qui ne se produit pas en permanence. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est télépathe, vous savez, comme dans la série Heroes, en permanence toute la journée, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, ça n'existe pas. C'est un phénomène fugace qui peut se déclencher n'importe comment et n'importe quand, qu'on peut déclencher, mais qui ne dure pas longtemps. Et heureusement pour nous. Ce sera un enfer, vous vous rendez compte, pouvoir entendre. Ah oui, c'est pas possible. Donc, donc des gens qui disent faire ça toute la journée, moi, c'est absolument impossible. Et surtout, ça donnerait d'autres résultats que ceux à quoi on assiste vraiment, si vous voulez. Alors, en revanche, vous avez de très bons communicateurs animaux
qui sont d'abord de grands connaisseurs des animaux et qui sont capables par intuition, aussi par don de clairvoyance parfois, de vous dire des choses sur votre animal, c'est un peu comme les médiums. Et ils peuvent bien sûr le faire en présence de l'animal, mais il y en a qui le font par téléphone avec la photo de l'animal. Alors, c'est là que je dis faites attention, parce que, et pourtant Dieu sait si je suis pro parapsychologie, télépathie, etc., autant je dis, il faut être prudent quand vous avez un animal communicateur qui vous dit oui, je peux retrouver votre animal perdu. Ça ne marche pas. Ça marche pas comme ça. Pour des tas de raisons que j'explique dans le bouquin. Quant à ceux, il y en a qui disent bon, je peux communiquer avec votre animal qui est mort. Bon, ça c'est à chacun de voir ce qu'il veut en faire. Hein. Mais vous en avez d'autres qui sont très doués, qui effectivement sont capables par empathie et par intuition, et je vous dis peut-être par bribes de télépathie, de comprendre ce que votre animal, de quoi souffre votre animal, et même de donner des détails très étonnants sur la famille. De la même manière que vous avez de très bons médiums qui sont capables de faire ça. Oui. Vous voyez ? Tout à fait. Donc, le problème là, c'est que il faut, avant de se lancer là-dedans, aller voir quelqu'un, etc., il faut vraiment se faire sa propre idée et dire, bon, prenons un peu de recul sur ces personnes qui pratiquent là, qui sont très bien, hein, je dis pas, attention, je ne démolis pas le mouvement, ni les vrais animaux communicateurs, et il y en a en France quelques-uns, très peu. C'est bien de le dire, parce que... mais il faut y aller raisonnablement. Vous savez, c'est comme aller voir une voyante. Il y a des gens qui y vont bien en tête et qui prennent tout au comptant. Puis il y a des autres qui disent, bon, effectivement, j'ai besoin d'un discours extérieur. Et puis, un petit discours extérieur sur moi-même, et puis sur du recul. Voilà, sur le possible à venir, et après, c'est un outil, quoi. Ouais. En revanche, ce que vous pouvez faire, vous pouvez travailler, pour établir ce type de communication avec votre animal, puisque c'est la dernière partie du livre. Voilà, c'est même la presque deuxième moitié du livre, enfin le dernier tiers, on va dire. On va y revenir, mais je voudrais m'attarder encore sur ces animaux communicateurs, sur ces communicants avec les animaux. Est-ce que, en plus, en tant que psychologue et psychothérapeute, vous devez connaître ce concept? Est-ce que on peut envisager également qu'ils ont une perception très fine du langage non verbal physique? Vous savez, même quand on est face à quelqu'un, il y a tout un tas de signes que l'on produit avec notre corps, avec notre attitude. Là, je parle dans l'espace, vraiment. Ah ben oui, bien sûr, quand c'est du face à face, bien sûr que vous avez d'excellents vétérinaires ou d'excellents dresseurs qui vont découvrir tout de suite, d'abord par leur métier et après par leur finesse de perception. Mais c'est comme les psychologues. Vous avez des gens qui sont capables par empathie et qui ont une grande habitude, mais même pas contrôlée, qui est innée, de reconnaître les expressions de l'autre. Et ce dont l'autre personne souffre juste par son regard, par son attitude. Vous savez, il y a des gens qui sont capables de faire ça, même sans avoir étudié la morphopsychologie, etc. Ouais, de manière innée, ils l'ont en eux, quoi. Ben, vous savez, je vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a des expériences qui sont faites sur les possibilités de reconnaissance des expressions d'une personne, même très impavide, on va dire, dans l'être humain. Bon, c'est des expériences scientifiques sur le cerveau, les zones de reconnaissance du cerveau, etc., qui sont assez étonnantes. Et on voit que les êtres humains et les animaux sont capables de reconnaître des micro-mouvements dans un visage, vous voyez, de les identifier, mais même inconsciemment, et après de faire surgir l'information sur ce micro-mouvement qui a telle signification. Ça, c'est générique et génétique, on va dire, chez l'être humain. Et ça n'est pas de l'intuition dans ces cas-là, ni de la clairvoyance, mais plutôt une manière naturelle de percevoir l'autre. Et ça remonte comme une sensation, finalement. Voilà, ça remonte comme une sensation, comme une vision. Donc il y a ça qui intervient. Mais moi je dis, vu l'état des recherches aussi en télépathie sur la communication à grande distance,
bien sûr qu'il y a d'autres éléments qui interviennent, mais il ne faut pas oublier que c'est sûr que dans la communication entre, on va dire, entre l'animal et son maître, et surtout chez les animaux, les animaux ont une capacité de reconnaître des postures, des gestes, des mouvements, des états physiologiques du maître qui sont absolument incroyables. Alors, il n'y a pas que ça. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Avant d'aborder les quelques grands principes pour pouvoir, et là il faudra se rapporter à votre livre pour avoir évidemment tous les détails pour communiquer de manière plus intime peut-être, ou du moins comprendre mieux cette intimité de communication avec son animal. Vous évoquez très rapidement le chamanisme, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis que vous êtes dans mon émission avec moi, mais le chaman qui a une relation si étroite avec la nature, est-ce qu'on peut le considérer comme étant un interlocuteur privilégié avec les animaux et la nature en règle générale? Bah oui, ça c'est connu depuis que l'homme existe, et vous avez des chamans partout sur la planète qui ont exactement cette fonction-là. Ouais. Ça bien sûr, je parle des vrais chamans, je parle pas d'accord, oui. Vous avez toutes sortes de gens, mais voilà quoi. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Ouais. Parce que c'est leur métier. Oui, tout à fait. Oui. Et eux, en tant que animal communicators, eux peuvent être le vrai chaman peut être tout à fait efficace du reste. Ah oui. Oui, enfin, faut les trouver déjà. Je suis d'accord. Puis il faut en avoir envie également. Une pause, Éric Pigani, dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, et puis nous allons terminer cet entretien par justement comment favoriser la communication ou quelques exercices de tentative de télépathie avec son animal de compagnie. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Éric Pigani est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange. D'abord, ça n'est pas le revoir, mais j'ai découvert plein de choses en lisant votre livre, vraiment, et puis en discutant avec vous ce soir. J'espère que ceux et celles qui nous écoutent, évidemment, partagent cet intérêt. Alors, pour le livre, évidemment, il sera noté sur le site sudradio.fr, sur la page des Aventuriers de l'étrange, où vous pourrez réécouter cette émission en podcast dès qu'elle sera sur le site psiland.org, psiland.org, et vous retrouverez toutes les coordonnées, ainsi que la photo de la couverture du livre de mon invité de ce soir pour pouvoir vous le procurer. C'est donc La communication animale aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, cahier d'exercice communiquer avec votre animal, c'est comme ça que vous avez intitulé ce dernier tiers de votre livre. Alors, je le disais en préambule tout à l'heure quand je vous avais posé une question sur votre pratique, votre intérêt pour le zen, puisque vous avez été auteur de nombreux livres aux Presses du Châtelet, notamment sur ce sujet, Éric Pigani. Ça ressemble vraiment, quand on attaque par la préparation ou l'état d'esprit, vraiment par une introspection de soi-même. Je me trompe pas beaucoup en disant ça ? Quand même, peut-être pas jusqu'à l'introspection psychologique poussée, non. En fait, si vous voulez, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour vraiment pouvoir développer, favoriser l'apparition de phénomènes fins comme des phénomènes de télépathie, de communication fine, il faut être le plus disponible et à l'autre et à soi-même. Évidemment. Si vous n'êtes pas disponible à vous-même, je me demande ce que vous pouvez bien recevoir comme communication. Vous voyez ce que je veux dire, comme image, comme sens, donc il y a tout un travail qui est ce qu'on appelle l'état d'esprit, qu'il faut adopter, enfin qu'il faut comprendre, connaître, avant d'aborder le moindre travail vraiment plus poussé sur le développement des facultés d'abord intuitives, comment on développe son intuition, et ensuite ce qu'on appelle le développement des facultés psy. Vous voyez, donc alors pour les facultés, pour cet état d'esprit, il y a des tas de choses, y compris la relaxation, y compris un peu la méditation, y compris comment on vide son esprit à la façon zen, etc. Bon, après comment on développe son intuition, vous avez des exercices très spécifiques sur la reconnaissance la focalisation dans certaines zones du corps, etc., etc. Il y a plein de choses. Vous avez aussi la partie après
ce qu'on doit connaître de l'animal, l'attitude de la communication, avant d'aborder la communication fine, on va dire, en septième sens, est-ce qu'on a une bonne communication naturelle? Vous voyez? Ouais. Donc, comment on communique bien normalement avec un animal? Notamment, l'une des grandes choses, c'est est-ce que votre animal a sa vraie place d'animal dans votre vie? Vous vous rendez compte, Voilà. ça va loin quand même. Enfin, en même temps, je trouve ça absolument important de le faire et indispensable, je dirais même, avant de pouvoir tenter ces expériences. Mais ça va loin. Non, ça va très loin parce que c'est pour moi, c'est toute une philosophie de vie que d'ailleurs qui est très dont tout le monde a beaucoup besoin. Vous savez, le succès du zen depuis presque 10 ans bientôt. Vous savez, ça ne se dément pas. Je connais personne dans mon entourage qui n'a pas besoin de calme, de se sentir bien, de se relaxer, vous savez, d'avoir une attitude plus zen dans une société qui l'est de moins en moins. Vous voyez, et puis ça s'arrange pas en plus. Donc effectivement, je veux dire, vous savez, je reprends encore l'histoire des musiciens. Moi, si je suis en état de stress, qu'il faut que je rende un article, que j'ai du boulot, j'ai des tas de choses à faire, je suis incapable de faire 3 notes de piano parce que d'abord j'ai pas le temps, je suis trop stressé, je pense à autre chose. Il faut que je sois quand même au calme. Vous voyez? C'est la moindre des choses. Donc, mais tout ça s'apprend parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on est dans une société surtout depuis le début des années 80. Vous savez, la société consommons vie en tête, travaillons pour gagner de l'argent. Il faut s'agiter on n'existe que si on ne vit dans l'agitation. Ben oui, mais il y a plein de gens qui en ont plus que marre et qui ne suivent pas, qui sont malades. Enfin, on voit ce qui se passe maintenant. Donc, vous avez des centaines de personnes, par exemple, vous savez, les jardins. Les jardins n'ont jamais aussi bien marché qu'en ce moment. Je veux dire, des tas de gens se tournent vers le jardinage parce qu'ils ressentent quelque chose de très profond dans cette activité, même si parfois c'est une activité dure, qui n'est pas zen du tout, mais qui est très physique, mais où ils vont rechercher le calme, le contact avec la nature, le retour vers soi-même. Vous pouvez pas. Il en est de même pour les relations humaines, il en est de même pour le travail, pour les relations avec les autres, et pour les relations avec son animal. Si on veut faire un peu de communication, c'est-à-dire avoir une belle communication à la fois harmonieuse, de maître harmonieuse et surtout une communication fluide avec son animal, cet état d'esprit est important. Comme c'est un état d'esprit qui s'adresse à toute la vie. Vous savez, c'est pas juste. Moi, je sépare pas les choses. Enfin, en tout cas, et en plus, s'il y a quelque chose à dire là-dessus, c'est que ça montre. Enfin, cette enquête-là, elle montre la profondeur du lien qu'on peut avoir avec un animal. Ça c'est absolument indéniable, à un point qu'on n'imagine pas. Alors les gens n'osent pas en parler, mais c'est important. On peut avoir le lien va très 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 loin dans des niveaux, on va dire, archaïques de l'esprit humain. Donc il va très loin, et la profondeur du lien aussi qu'on a avec la nature en général. Vous voyez, mais ça, on ne peut ressentir la profondeur de ce lien et le faire harmonieusement que si on est dans un état d'esprit prêt à accueillir cette profondeur en soi, vous voyez. Oui. Éric Pigani, dans les conseils que vous donnez pour se mettre dans un état de communication fluide et harmonieuse avec son animal de compagnie, par télépathie, là je parle, pour entraîner, muscler ou mettre en branle, mettre en route nos facultés psy, vous dites, prenez conscience de vos peurs. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça vient faire là? Ça c'est un des exercices, enfin une des choses qui. Si vous voulez, quand vous parlez avec les gens, c'est valable pour toute la vie. Mais quand vous parlez avec des gens oui, on va communiquer, on peut communiquer avec les morts, on peut faire ci, on va faire la télépathie on va faire de la prémonition. Les gens ont peur de ces choses un peu mystérieuses.
vous savez, comme un relent d'ésotérisme, de films d'horreur ou je sais pas quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'inconnu, Ouais. qui ont peur d'avoir ce genre de faculté-là, qui ont peur d'être pris pour des fous, qui ont peur de toutes sortes de choses. Et c'est valable pour toutes les choses de la vie. Je pense que la peur, c'est d'ailleurs quelqu'un demandait à Bouddha un jour si vous faisiez un cadeau à toute l'humanité, qu'est-ce que vous feriez pour les êtres humains? Et il a répondu l'absence de peur. Je pense que la peur, c'est l'une des choses les plus importantes chez les êtres humains, Ouais. de vaincre les peurs inutiles. C'est important d'avoir peur, ça permet de fuir en cas de danger, Ouais. d'avoir les bonnes réactions, d'avoir donc ce stress-là. Mais vous savez, il y a des gens qui ont peur de simplement parler à d'autres gens. Oui. Bon, Ouais, ouais. et ça bloque la communication. Et ben là, c'est pareil. Si vous avez peur de dire, oh là là, puis si jamais je fais une expérience de télépathie avec parce que j'en ai donné une bien détaillée qu'on peut faire avec des amis. Oh, et puis si jamais ça marche, vous imaginez pas. Alors là, c'est la panique. Et puis évidemment, ça marche pas parce que les choses sont bloquées. Bien Et sûr. l'une des choses, l'un des éléments pour revenir à ça, par exemple chez les artistes, pourquoi les artistes, les musiciens sont beaucoup plus forts dans les tests de télépathie que n'importe qui, eh ben parce que les artistes n'ont pas peur de leur imaginaire. C'est leur fond de commerce, c'est avec ça qu'ils travaillent. Vous voyez? Ah, d'accord. Donc ils n'ont pas peur d'avoir des images qui viennent, d'être inspirés, de sentir d'autres choses, parce que c'est leur boulot. Ils font ça toute leur vie. Tandis qu'il y a d'autres personnes, oh là là, ceux qui ne sont pas dans ces métiers-là, bah, effectivement, ressentir, avoir une image tout d'un coup qui arrive à l'esprit, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que j'ai vues ou de lettres que j'ai reçues, de gens qui ont eu un jour un rêve prémonitoire, ce qui peut arriver à tout le monde, vous voyez. Bien sûr, oui, et de voir que le lendemain ou 3 jours après, leur rêve s'est réalisé. L'événement s'est produit, mais texto comme ils l'ont vu dans le rêve. Tout à fait. Mais le nombre de gens qui ont vécu ça et qui ont été paniqués, très perturbés en disant mais pourquoi j'ai eu ça moi, mais qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que je suis fou, enfin il y a un truc, il y a comme une faille dans la réalité et les gens sont paniqués avec ça. Mais non, il n'y a pas lieu d'être paniqué, il faut juste intégrer l'expérience et la deuxième chose, vous savez, c'est comme le coup de foudre, c'est pas tous les jours. On sait que ça existe, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça quand ça arrive? Ça, c'est admis dans la société. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça passe mieux parce qu'on sait les effets, mais comme les phénomènes psy ne sont pas admis dans notre société occidentale, en tout cas, surtout en France, il y a des gens qui en ressortent avec beaucoup de souffrance. Mais donc ça va la peur, elle va permettre de bloquer la moindre faculté de perception un peu trop fine. Vous savez, c'est comme si vous rencontrez quelqu'un, vous parlez avec cette personne et vous tout d'un coup vous sentez des choses sur cette personne et vous allez lui dire mais non, mais ça va pas parce que ça, il y a ça qui va pas chez toi, etc. Vous savez que les gens qui sont très psychologues, des fois il vaut mieux se taire. Mais à force de se taire, après on ne sent plus rien. Oui. Oui, tout à fait. Mais juste une petite parenthèse quand vous parliez des artistes et justement ils n'ont pas cette peur de leur imaginaire, mais en revanche quand vous l'avez connu, vous avez donné des concerts, vous êtes monté sur scène. Quand vous montez sur scène et qu'il y a ce trac, est-ce que ça ne bloque pas ça justement? Non, alors là c'est autre chose. Le trac, évidemment, ça peut bloquer pendant quelques secondes, quelques minutes. Enfin, vous voyez, ça peut provoquer des désastres chez certains, mais en général, le trac peut être un moteur justement. Mais ça, c'est évidemment la peur du public, la peur de se planter, etc. Ça peut normal. Interférer dans la production de facultés psy, la peur de se planter justement. Oui, bien sûr. Et qu'il fasse que ça rate, évidemment, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a vous savez, et la peur et aussi la croyance. Je pense que il y a un exercice aussi. Il faut pas avoir peur de croire à des choses. Parce que croire, ça favorise les choses.
Intéressant, ça. Mais ça, c'est un autre sujet, Oui. qui est très vaste. C'est pour vous dire, par exemple, je ne vais pas détailler parce que c'est un peu complexe, les expériences en parapsychologie scientifique, mais si vous voulez, vous avez, quand on fait des expériences de télépathie, vous savez, avec des statistiques sur un grand nombre de personnes, Oui. bon, vous avez donc, si l'expérience marche, vous avez la courbe du hasard qui est au milieu, on va dire, Voilà. je vais résumer, je vais donner Ouais. vous avez au milieu une courbe du hasard. Voilà. Et les résultats de l'expérience sont au-dessus de cette courbe. Et lorsque vous avez les résultats qui passent au-dessus, vous avez donc des résultats positifs. Donc il y a effectivement chez telle personne ou tel groupe de personnes, selon le nombre de réponses non données par le hasard, ça a marché ça marche ou pas. Voilà. Et quand vous faites ça avec des gens qui ne croient pas à la télépathie, et c'est arrivé, des gens qui ne croient pas fermement à la télépathie, qui font l'expérience, vous avez des résultats qui descendent en dessous de la courbe du hasard. Ce qui est exactement, c'est le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'ils arrivent à bloquer le nombre de résultats, mais sans faire exprès, parce que vous savez, c'est inconscient, à faire qu'il y a moins de bons résultats. Vous savez, par le hasard, on va dire sur 50 cartes, on va dire c'est 5 cartes bonnes trouvées au hasard. Eux, ils vont trouver une ou deux. Mais il y a production de phénomènes aussi. Ouais, mais bien sûr, parce que c'est un phénomène inverse qui va donner un résultat négatif. Donc, vous voyez, la croyance, elle intervient aussi dans le phénomène psy et d'une manière importante, si vous voulez. Ouais. Puis en plus, vous savez, la pensée positive est très 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 tendance en ce moment. Donc, complètement, c'est très à la mode. Ça revient en force. Mais c'est bien. Oui, tout à fait. Ah oui, on ne va pas s'en plaindre, au contraire. Ça ne peut faire que du bien à ceux qui la pratiquent de manière, j'allais dire, sensée, subtile et intelligente, quoi. Donc, au contraire, ça peut être que bénéfique. Justement, en parlant de bénéfique, ça vous a pris quand même, comme à tous les auteurs, quelques mois pour rédiger ce livre, mener votre enquête, tout compiler, rencontrer des gens, etc. Vous en ressortez comment? Vous aviez déjà de toute façon visiblement à vous lire une vision différente du rapport homme-nature, homme-animal avant d'écrire ce livre. Hein? Oui. C'était déjà ancré en vous. Par expérience, oui. De toute façon, l'expérience à psychologie, c'était quand même bien avant la sortie du livre. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et, des retours concernant ce bouquin de personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas, des gens dont vous pensiez que c'était plutôt des gens fermés, plutôt non portés sur les phénomènes un petit peu étranges. Quel type de retour avez-vous eu? Que des gens enthousiastes. Donc, mais alors les gens fermés, je ne sais pas. J'ai rencontré dans le cours d'une émission de télé une jeune vétérinaire très médiatisée, paraît-il, qui est partie bien tête, ne croyant pas à tout ça. Ouais. Et elle a eu un bouquin et elle m'a pas donné de réponse. Mais j'en ai eu un autre aussi dans une émission de radio. Un vétérinaire qui mais après l'émission, lui, il était d'accord avec tout. Bon, donc, mais sinon, en général, les gens qui lisent le bouquin sont d'abord très contents parce que ça leur, si vous voulez, pour eux, c'est important de voir que ce qu'ils vivent avec leur animal, c'est normal. Oui, complètement. Ça dépasse bien ce qu'on peut dire dans la presse sur l'animal n'est pas qu'une chose biologique. Si vous voulez. Un animal a aussi des sentiments, et puis je vous dis, la profondeur de ce lien, c'est important. Oui. Vous voyez, ils reconnaissent ça dans leur vie, et pour eux, ça les rassure, ils disent bon, c'est bien, et c'est formidable. Donc, parfois, il y en a qui changent d'attitude, vous voyez, par rapport à leur animal, avec plus de respect, mais aussi plus d'attention sur l'animal doit rester à sa place d'animal. Ça, c'est important, vous voyez, pour que l'animal se sente bien. Bizarrement, il faut pas qu'on le prenne pour un être humain, quoi. Oui, il faut pas lui attribuer des émotions ou des sentiments humains. Voilà, c'est qu'il faut qu'il ait sa place, même si vous... Ça, c'est compliqué.
même si un animal fait partie de la famille, est un membre de la famille, il est ok, un membre de la famille. Il y en a beaucoup, hein. Mais c'est un animal. Vous voyez, c'est pas le 5e enfant. Voilà. Nuance. Voilà. Oui, tout à fait. Pour conclure, Éric Pigani, quels sont vos projets à l'heure actuelle? Sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler, si tant est que vous ayez des projets? Oui, des tas de projets. Évidemment, le prochain bouquin qui sort, justement, c'est sur le jardinage. Ah! Non, sur les jardins. Il sort en avril. C'est une anthologie spirituelle des textes et des citations sur le jardin. J'ai recueilli 250 textes, citations, contes, etc., un peu dans les littératures depuis l'aube des temps jusqu'à nos jours. Et que j'ai recueilli dans un volume, j'ai fait une intro, tout ça. Bon, c'est un beau petit livre. Bon. J'en suis très content parce que là on voit à travers tous ces textes justement la profondeur de la relation de l'homme avec la nature, et notamment avec le jardin. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. C'est chez quel éditeur? Ça, c'est Presse du Châtelet. Presse du Châtelet, très et bien, après, donc en avril. En septembre, j'ai un coffret sur comment développer son QI, son intelligence. Oh là! Ouais. Intéressant. C'est cela. Ouais, ça, c'est un autre sujet. Mais aussi dans la même veine, parce que, évidemment, moi, je peux pas faire les choses comme tout le monde. c'est comment développer son QI quand même avec une approche zen. Évidemment. Voilà. Et pas être forcené de la logique, etc. Comment libérer son esprit justement pour être capable de laisser l'esprit analyser les choses de lui-même, quoi, d'une façon plus intuitive aussi, plus émotionnelle, etc. Ne pas être dans la compétition. Oui, ce qui est le vrai, pour moi, le vrai facteur de l'intelligence. C'est pas l'intelligence logique, mathématique, parce qu'on sait qu'on a une dizaine d'intelligences différentes, différents niveaux. C'est rendre l'intelligence plus humaine. Voilà. Très bien. Ça, c'est les 2 projets de l'année en cours. Parfait. Et vous êtes le bienvenu quand vous le désirez, Éric Pigani, dans Les Aventuriers de l'étrange. Ah c'est gentil. Écoutez, c'est avec grand plaisir. J'ai passé en tout cas une très agréable soirée en votre compagnie. Et je rappelle le titre du livre, donc La communication animale, aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet sudradio.fr, la page Les Aventuriers de l'étrange, ou encore sur le site psylande.org pour pouvoir télécharger, podcaster cette émission d'ici quelques jours. Merci beaucoup Éric Pigani, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt en tout cas. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Et bien voilà, c'est ainsi que se terminent les Aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. Dans quelques instants et durant toute la nuit, vous allez pouvoir vous régaler avec la rediffusion des émissions de notre antenne. En ce qui nous concerne, donc plusieurs choses. D'abord, je vous rappelle l'adresse du site internet où vous allez pouvoir retrouver d'ici quelques jours cette émission, si vous voulez la podcaster, la réécouter sur votre lecteur MP3 ou l'écouter en direct sur votre ordinateur. Vous allez à psylande.org, psyland.org, et vous y retrouverez également toutes les informations concernant ce livre d'Éric Pigani, La communication animale, aux éditions Jean-Claude Lattès. Également, dans le souci de préparer une émission concernant ces phénomènes, si vous avez vécu des phénomènes particuliers de cet ordre, un petit peu étrange, de la télépathie, des choses comme ça, avec votre animal de compagnie, quel qu'il soit, eh bien écoutez, appelez-nous au 0826 300 300, 0826 300 300, vous me laissez vos coordonnées, un message dans ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange, et nous pourrons ainsi d'ici quelques temps, 3 semaines, un petit mois, monter comme ça une émission avec plusieurs témoignages où vous viendrez nous relater ce que vous avez vécu
avec votre animal de compagnie. Je compte sur vous, 0826 300 2 fois. Demain, nous allons nous retrouver à partir de 22h15 à peu près, jusqu'à minuit, juste après donc le match de rugby demain soir, pour une soirée consacrée à vos témoignages, avec Pierre Massias du site psyland.org qui sera à mes côtés, et également Renaud Évrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International pour vous apporter des réponses, des débuts de réponses, si vous avez vécu un phénomène paranormal, ou au moins vous faire comprendre que vous n'êtes pas les seuls à vivre ce type de phénomène. Si vous voulez nous rejoindre pour demain soir, vous pouvez d'ores et déjà me laisser vos coordonnées, même numéro 0826 300 300, et me laisser votre numéro de téléphone dans ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange. Pour ceux qui préfèrent le mail, eh bien c'est étrange@sudradio.fr, étrange@sudradio.fr. À bientôt de vous lire et rendez-vous demain soir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio.